ce dont on a parlé, c'est ce qu'on peut appeler la philosophie des instruments. Il y a des gens qui sont sceptiques, mais les plus sceptiques, ceux qui ont le plus de critiques, avec constance et avec vigueur, sont en réalité les chercheurs. En tout cas, dans des bons labos. Analogiquement, c'est ce qui se passe avec les personnes qui sont dans un état un peu meilleur et qui arrivent à bouger un œil. Donc on leur dit, tu fermes l'œil droit, c'est oui, tu fermes l'œil gauche, c'est non. C'est sûr que ce n'est pas un vrai langage, mais ça sert quand même à dialoguer. Donc là, en l'occurrence, analogiquement, c'est pareil. L'IRM devrait pouvoir visualiser le lien entre les deux selles, non? Non, c'est ce que je... S'il y a une analogie, il y a un lien dialogique, je ne vois pas ce que l'IRM apporterait. Enfin, elle apporterait anatomiquement quelque chose. Mais sur la conscience, il n'y a aucun doute, quoi. Si on dialogue, on est dans la conscience. C'est qu'une possible réponse, mais je pense que plus l'activité cognitive est complexe, plus elle est diffuse au niveau cérébral, donc plus le pattern reproductible est difficile à mettre en place. Alors qu'un pattern moteur est beaucoup plus facile à reproduire parce qu'il est beaucoup plus concentré au compact au niveau des régions, en l'occurrence aux régions motrices. Alors que la compréhension, par exemple, d'un langage, il va impliquer des régions beaucoup plus diffuses au niveau cérébral. C'est une hypothèse. Oui. Protocole qui fait qu'il y a un va-et-vient et qu'il y a des réponses, effectivement, ça permet de dire qu'il y a quand même un lien substantiel qui a pu être fait. Mais par contre, ça m'a pas empêché de penser de temps en temps, quand on rêve et qu'on est dans un niveau de conscience un petit peu labile comme ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on peut intégrer quelques éléments extérieurs dans le rêve. Donc on n'est pas complètement conscient, mais on arrive à interagir. Donc après, c'est le niveau de cette conscience qu'il faudra établir. Ça, c'est pas... Je pense qu'avec leur ingéniosité, ils arrivent à faire des protocoles qui montrent que c'est quand même... mais ça me fait penser à cette notion de conscience un peu altérée, enfin conscience différente, qui fait qu'on arrive à intégrer quelques éléments et on arrive à jouer avec dans nos rêves, quoi. Alors il y a deux choses différentes. Donc il y a cet état intermédiaire entre le rêve et la veille. Je ne sais pas, moi, quand je fais un rêve joli, j'essaye de le prolonger. Quand je fais un rêve désagréable, j'essaye de tourner les trucs. Mais à l'éveil, vous essayez ça. Pas dans votre rêve, non. Dans cet espace intermédiaire qu'un certain nombre d'entre nous connaissent, où on n'est pas vraiment réveillé, on rêve, mais on a une possibilité de guider le rêve d'une façon ou d'une autre, et par exemple de guider de façon positive. C'est une expérience que certaines personnes ont. Est-ce que ce sont les réveils éveillés dont vous parlez ou un état simplement entre le rêve normal? Je parle entre le rêve normal et le réveil. Ça ne dure pas très longtemps, ça. Et c'est différent du rêve éveillé. C'est différent. Vous êtes réellement réveillé et vous décidez d'imaginer, de vous laisser aller, etc. Oui, deux choses différentes. Et alors une chose encore différente, c'est les états de conscience différents. C'est les états atteints en méditation, etc. Et ceci, depuis 4-5 ans, c'est vraiment très étudié. En particulier à Lyon, il y a M. Lachaud, que j'espère une fois faire venir parler un peu de ça, qui a fait des exposés à la semaine du cerveau. Je veux dire par là, je veux souligner que c'est des expériences qui sont tout à fait reçues par la communauté scientifique d'une façon générale. Ce n'est pas des marginaux, c'est des neuroscientifiques qui ont fait de la méditation personnellement, qui connaissent un peu
ce genre de choses et qui sont capables de mener des expériences. Et donc, on commence, soyons sérieux. Il y a des gens qui avaient publié un jour, on a trouvé l'aire cérébrale du bonheur. Il y en a qui ont même publié qu'on avait trouvé l'aire cérébrale de Dieu. Les scientifiques, alors ça c'est les médias, et puis les scientifiques sont soumis à une pression pour avoir de l'argent. Et alors parfois ils sont un peu comme des médias, ils racontent un peu des choses un peu excessives. Donc à l'heure actuelle, les états altérés de conscience, on les étudie, on commence à altérer. Je veux dire autre, c'est la traduction de autre. Je ne dis pas que ce sont des états moins intéressants que l'état de veille ordinaire, et on commence à les étudier, mais je pense qu'il faut encore attendre 3-4 ans pour bien comprendre ça. Oui. Deux petites remarques. La première, c'est pas Jean-Philippe Lachaud qui fait les études sur la méditation, c'est Antoine Lutz qui travaille avec Jean-Philippe Lachaud. Je suis dans leur équipe, j'ai beaucoup travaillé avec eux, et c'était pour la précision. Et aussi pour la remarque, en tout cas dans les bons labos tels que ceux d'Edoen, il y a aussi des très bons labos ici à Grenoble où on fait des l'IRM fonctionnels. Je suis dans le laboratoire actuellement de Monica Bachu, qui était mon directeur de thèse, dans lesquels on fait on applique des très bons protocoles. Et, j'ai cité Edoen parce que nous avons étudié plusieurs livres. Mais au mois de février, nous recevons Monica Bafiou qui nous parlera de ses travaux, et c'est tout à fait exact. Il ne faut pas les montrer ça. Il ne hein? faut pas les mettre une diapositive, en tout cas dans les bons labos. Il faut rajouter. Et ceux de Grenoble. C'est parce qu'on souffre beaucoup de la pression des laboratoires parisiens dans la Provence, quand ils nous appellent, parce que voilà, les médias ils font beaucoup plus appel aux laboratoires parisiens, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de vulgarisation, il y a beaucoup de travaux qui sont accessibles. Et, ce qui est sûr, c'est que Edoen, il est parti avant Monica. Monica, c'était la première thèse en France sur l'IRM fonctionnel et le langage. Sur le langage, d'accord. Oui. Et Edoen, bon, il travaille un peu Edoen, il a sur tout parce commencé qu'il par a beaucoup travailler d'argent. sur les nombres, les chiffres. Il travaille sur le calcul, sur la conscience, sur le langage, sur l'éducation. Il a un mot à dire à tout, mais parce que peut-être aussi, parce que les médias et les noms ont aussi beaucoup lieu. Et il faudrait qu'on change ça. Du fonctionnement. Si vous voulez, on va faire la différence quand vous êtes en train de voir sur un écran une image de fleur et que vous dites c'est une rose. Et puis la différence, parce qu'on va voir, quand c'est différent, c'est sur l'écran vous avez une image de chat. Et il se trouve que ça n'active pas les mêmes aires. Mais par contre, vous avez toutes les aires qui vont analyser l'image, qui vont repérer qu'il y a des contours et que ces contours sont dans un certain rapport les uns par rapport aux autres. Donc, tout un tas d'aires cérébrales sont activées pendant que vous regardez cet écran avec un chat, par exemple. Alors, il y a une différence entre le chat et la rose, mais il y a toute cette activité. Et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de gens qui sont en train de dire que ce n'est pas simplement le fait que vous voyez quelque chose et puis le signal rétinien monte. Nous avons vu avec Janier Hérault à quel point d'ailleurs il est réparti en voies parallèles. Et puis peu à peu, l'image se construit dans votre test et ça prend du sens.
et c'est ça que vous voyez par différence. Mais il y a des gens qui insistent sur le fait que notre système, notre cerveau, c'est pas simplement des branchements qui vont de l'œil jusqu'au cortex préfrontal, là où on est intelligent et où on raisonne, mais qu'il y a encore plus de connexions qui vont en sens contraire depuis le siège de notre intelligence, de nos capacités nobles, vers la perception, le système de perception simple, et que ceci fait un système, qu'on appelle un système dynamique non linéaire, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement complexe, et que ça n'apparaît pas dans les protocoles d'imagerie classiques, et que c'est probablement dans les années qui viennent quelque chose qui va changer. C'est pour dire à quel point on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, il faut en discuter. Et les gens qui font des critiques, parfois c'est des critiques un peu idiotes, mais souvent c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'ils disent. Oui. Juste un petit mot pour essayer de répondre à la question que vous avez posée. Pourquoi le neuroscepticisme, c'est bien ça? Dans l'introduction de son livre, Denis Forest explique que simplement le scepticisme et le doute sont indissociables de l'approche scientifique. Et donc il dit le neuroscepticisme est absolument indissociable de l'approche neuroscientifique, parce que remettre en question ses méthodes, ses doutes, ses connaissances, à l'épreuve des faits, c'est intrinsèque à la démarche scientifique. Donc c'est ça son approche. Et en fait, ça commence par remise en question des méthodes, des instruments, des méthodes instrumentales, comme l'expose Claude. Pourquoi cet accent sur le neuroscepticisme? Parce qu'aujourd'hui, il y a des attentes très fortes et une surexploitation de tout ce qui est neuro, une surexploitation exagérée. Et donc l'intention de ce livre, c'est redonner confiance dans la démarche neuroscientifique en la replaçant modestement sur ce qu'elle peut faire. Voilà, comme va nous l'expliquer Claude Marquis. Donc son livre est effectivement très intéressant et amène à croire davantage, mais par contre à croire avec raison. Voilà. En réalité, quelque part, le scepticisme nous a servi parce que ça a permis un petit peu de dire oh, la résolution n'est pas bonne, et ça rejoint exactement ce que disait M. Forest, je crois, effectivement, comme quoi ça a permis d'affiner la résolution et d'affiner l'esprit critique, et puis trouver un peu où le bas blesse, quoi. Mais ça c'est ce qui fait scientifique, il se met en question tout le temps, et c'est ce qui a été exposé également. Il ne travaille jamais tout seul, il travaille aussi avec des philosophes, etc. Ma question aussi c'était la même, mais qu'est-ce qui est mis en cause, parce qu'on se met en cause constamment, et je pense que aussi ce qui a été évoqué, je crois qu'il y a un gros problème actuellement sur le fait de l'argent et la recherche, et donc la médiation. Ouais, ce mot-là, sur les neurosciences, et d'où au fait aussi d'émettre des titres, on a trouvé l'ère du bonheur, alors qu'en fait on a vu qu'il y avait oui, voilà, mais Si vous me permettez, Attendez, un aspect dont personne n'a parlé jusqu'à présent, c'est que si on regarde une image, il y a l'image, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche? Et à la question qu'est-ce qu'on cherche, on n'a pas encore répondu. alors, Donc qu'est-ce qu'on cherche? Et ce qu'on voit, ou ce qu'on croit voir, bon, est peut-être aussi dépendant de ce que l'on cherche à voir. Or, ce que l'on cherche à voir, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que je m'intéresse à tel problème? Alors, la recherche du bonheur, voilà un exemple typique. Qu'est-ce qu'on entend par le bonheur? Donc, si on ne sait pas ce qu'on cherche,
Est-ce qu'on va voir quelque chose dans un objet, dans une image? Donc on peut y voir, et je pense que c'est cet aspect-là qui n'est pas pris en compte, là qu'on n'a pas du tout vu, c'est dans la tête du chercheur, dans la tête de celui qui est en train de regarder les images. Qu'est-ce qu'il y a? Et d'où ça vient que c'est ça qui va l'intéresser, ou c'est pas ça qui va l'intéresser? Donc c'est ça qu'il va voir, ou c'est pas ça qu'il va voir, ou il va rien voir du tout. Et que, effectivement, la relativité de ce qu'il va voir, c'est le propre de n'importe quelle démarche scientifique, me semble-t-il. En tant que chercheur physicien, j'ai acquis l'idée que d'abord on ne trouve pas ce qu'on cherche, mais tout à fait autre Oui, chose. c'est vrai. Et deuxièmement, on sait ce qu'on cherche une fois qu'on l'a trouvé. C'est vrai. Et je pense que, là, si vous voulez bien, on va aborder le deuxième chapitre, qui est, à mon avis, quand même beaucoup plus intéressant. Oui, puis qui va nous apporter beaucoup de questions, je pense aussi. Donc, à moins que monsieur ait... Juste une petite question préliminaire, c'est qu'en fait, si on estime que les neurosceptiques, c'est ceux qui mettaient en doute, si vous voulez, le rapprochement ou l'étude neurobiologique du cerveau, et qui estimaient qu'en fait, tout est, comment dire, c'est quelque chose de plus virtuel, impalpable dans l'esprit et tout ça, comme vous dites. Bon, c'est ce rapprochement entre ces deux mondes-là qui tend à se faire peut-être un jour, je ne sais pas, qui paraît un peu délicat. Mais j'ai l'impression de comprendre en fait que les neurosceptiques, c'est des gens qui mettaient en doute l'explication moléculaire, neurobiologique. C'est, est-ce que la connaissance du cerveau, de ce qui se passe dans le cerveau, a un rapport quelconque, une incidence sur la connaissance de l'esprit? C'est ça le centre d'un véritable front du refus d'un certain nombre de personnes. Il s'agit d'un débat passionnel, madame. Il y a des gens qui, en face de ces résultats scientifiques, ont un sentiment de dépossession d'eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'on renie leur humanité, qu'on les soumet au déterminisme, qu'on nie qu'ils sont un agent responsable, qu'on nie qu'ils ont une intériorité, une spiritualité, les besoins infinis qu'ils constituent. Et ils disent que c'est de l'anti-humanisme et que ça conduit à un monde mécaniste, inhospitalier à l'homme. Alors, en face de ça, vous avez des scientifiques qui font de la naturalisation de l'esprit et qui, modestement, disent en réalité, vous avez, ça c'est une capacité de la nature à penser, qui est encore mal comprise. Et voilà. Il y a des gens qui sont vraiment très fortement heurtés, et puis des gens dont, en principe, des scientifiques, qui ont une attitude tout à fait modeste. Et ils me permettent de vous résumer cette position. C'est des gens qui nous disent « Maître cerveau, sur son homme perché, ne se tient plus de joie, se prend pour le phénix de ses droits. Si longtemps dédaigné, ignoré, le voici maintenant célébré, couronné, père de tous les dons, mère de toutes les capacités. Secret jusque-là bien gardé, c'est dans sa bimasse, gélatineuse et sillonnée, que tout en l'homme se passe, s'élabore et se fait. Le cœur au centre, du temps que c'était le cœur, était bien trop douillet. Fini les illusions, le sujet, la conscience, l'esprit, aux orties. On sait enfin qui est le maître au logis. Foin de hiérarchie. Il
Vive la République des neurones. La vision, c'est moi. L'audition, c'est moi. L'émotion, c'est moi. L'action, c'est moi. L'addiction, c'est moi. La décision, c'est moi. Roméo et Juliette, c'est moi. Voir que le ciel est beau ou qu'il est triste, c'est moi. Si 2 plus 2 font 4, c'est encore et toujours moi. De tous les circuits neuronaux, de tous mes messagers, les transmetteurs, le roi, c'est moi. Masse gélatineuse, portion congrue qui te prend pour le tout. Toi, qui soi-disant rends sage ou rends fou. Toi qui fanfaronne, un peu d'humilité. Maître cerveau, même si au perché, un peu de décence, un peu de dignité. Faudrait quand même veiller à ne pas péter plus haut que tête de rôle. Ça, c'est la beau.